Eh bien donc bonsoir à toutes et tous, hein. Merci de participer voilà, à cette restitution de l'enquête vie des groupes. Donc vous le savez, tous les ans, on envoie à tous les groupes de solidarité encore en activité cette enquête. Et donc là, vous avez été nombreux à nous répondre. On va voir ça. Et bah voilà, on a ressorti les informations qu'on a jugées les plus pertinentes et qu'on va vous partager ce soir. Donc, comme je vous disais, dont une enquête qui a eu lieu sur un mois et demi, un gros mois et demi, 5 janvier, 20 février, 152 groupes de solidarité interrogés, 128 ont répondu, donc un taux de réponse en augmentation par rapport aux enquêtes des années précédentes, et ça, on peut s'en réjouir. Sur l'année donc 2025, quelques faits marquants. Donc on a parlé donc du beau taux de réponse, 84 cette année. Si on compare l'année d'avant, 80%, 68% il y a 2 ans. Donc vraiment une vraie progression à ce sujet-là, et on vous en remercie. Fait marquant qu'on a vu donc concernant un petit peu la structuration des groupes de solidarité. On constate une moyenne de 10 bénévoles par groupe de solidarité. Et si on va voir un petit peu le détail, en fait, voilà, forte concentration, des groupes de 5 à 9 ou des groupes de 10 à 15, quelques groupes plus modestes, quelques groupes plus nombreux, mais on est vraiment voilà, sur cette moyenne entre 5 et 15. Une moyenne stable, 11 bénévoles en 2023, 10, voilà, bon, on a toujours des effectifs relativement stables de bénévoles. Ce qui nous a également attiré, en tout cas ce qui nous a interpellé, et plutôt positivement, parce que c'est des messages qu'on essaye de faire passer depuis plusieurs années, c'est la progression du partage des tâches. Si on va voir le détail, donc là c'est la question, au sein de votre groupe, une personne est-elle désignée comme? On note, bon, évidemment, RG, co-RG, toujours nombreux, mais une progression de la plupart des référents thématiques, que ce soit les référents formation, référents partage, accueil des nouveaux bénévoles, premier contact des personnes accompagnées. Et donc ça, c'est vrai que c'est un élan qu'on essaye de pousser, voilà, pour soulager un petit peu les missions de chacun. Et donc, on a trouvé ça intéressant de voir que ces chiffres-là progressent. L'année 2025 a quand même été marquée par les 40 ans de SNC, voilà, et donc une belle mobilisation du réseau. On en a déjà parlé, voilà, quand on a fait un petit peu le bilan de cette année des 40 ans, et on vous a donc posé la question si vous aviez voilà, organisé des événements, est-ce que les répercussions ont été positives? Et là, on voit un bel et grand élan. 91% des groupes qui ont donc déclaré avoir organisé un événement disent que ça a eu des répercussions positives. Des répercussions positives en matière de visibilité et de notoriété. On peut dire que c'était parfois l'objectif principal de ces événements des 40 ans. Mais moi, ce que je note aussi, c'est que juste après, la mention la plus récurrente, c'est une meilleure cohésion au sein du groupe. Et ça, on est bien content. Voilà, on sait que organiser des événements, voilà, ça demande du temps, ça demande de l'investissement bénévole. On vous en demande beaucoup, mais néanmoins, derrière, malgré ce temps et cet investissement, vous nous dites que bah voilà, ça a apporté une meilleure cohésion au sein du groupe. Ces 40 ans ont été également une occasion de collecte pour plusieurs groupes, et ça aussi c'est un bon message pour nous. Si on regarde voilà, à la question, bon, pour chacun des différents moyens de contribution financière, diriez-vous que on voit que l'organisation de manifestations au profit de SNC, l'avez-vous mis en œuvre en 2025? 21% des groupes déclarent avoir mis, voilà, cette année, organisé une manifestation au profit de SNC. Ça représente, voilà, une grosse augmentation par rapport aux années précédentes. Petit commentaire sur ce graphique qui nous interpelle toujours chaque année, c'était déjà le cas l'année dernière, concernant la cotisation des membres. Vous déclarez que vous êtes 94 à le mettre en œuvre, mais quand on regarde sur la prospective, voilà, est-ce que vous envisagez de le mettre à jour
de le mettre en œuvre cette année, en 2026, seulement 66%. Alors, c'est des chiffres qui étaient similaires l'année dernière, et donc l'année dernière, il y avait à peu près 65% de groupes qui l'avaient dit, et finalement, en bout de chaîne, vous l'avez fait à 94%. Mais en tout cas, voilà, on s'étonne toujours un petit peu de ce décalage entre ce que vous faites et l'intention pour l'année à venir. Autre événement un petit peu clé qui est montré par cette enquête Vidégroupe concernant les 40 ans, c'est la parole donnée aux chercheurs d'emploi, aux personnes que vous accompagnez. Quand on vous pose la question, avez-vous conduit une action permettant la remontée de la parole des chercheurs d'emploi, on note une augmentation des groupes qui ont déclaré, oui, nous avons fait quelque chose, nous avons mis en place une action. Et on se doute que c'est bien l'effet 40 ans parce que quand on regarde le détail de qu'est-ce que vous avez mis en place, la plupart des chiffres sont globalement stables, à l'exception prise de parole d'une personne accompagnée à un événement. Donc on se doute bien que ces événements des 40 ans ont été l'occasion pour des groupes justement de porter la parole des chercheurs d'emploi. Et on s'en réjouit parce que c'était une belle occasion de pouvoir le faire. Et même son de cloche du côté du plaidoyer. On observe cette année une vraie progression du rapport plaidoyer. Quand on vous pose la question, avez-vous utilisé les rapports plaidoyer au cours de l'année 2025? 31% des groupes déclarent oui, mais ça fait donc 1 sur 3. Mais en fait, il faut le comparer avec le chiffre de l'année dernière. L'année dernière, seulement 18% des groupes avaient déclaré avoir cette saisie du plaidoyer. C'est donc une progression notable. Alors, l'effet 40 ans, je pense encore une fois, mais peut-être aussi le sujet du plaidoyer qui était donc sur l'accompagnement. Peut-être que ça, voilà, un petit peu plus parlé au groupe cette année. Dans les autres faits marquants de l'année 2025, une notion de la note moyenne du fonctionnement du groupe. Dans cette enquête Vidégroupe, on vous pose la question, voilà, sur une note de 1 à 10, quelle note vous vous metteriez, donneriez-vous en termes de fonctionnement? Et on constate quand même, voilà, un très gros paquet autour de la note de 7, 8, 9 sur 10. Et donc une moyenne qui retrouve celle de 2023. Donc il y avait une petite variation en 2024. Donc en tout cas, voilà, une progression du fonctionnement du groupe. On apporte aussi j'attire votre attention là sur ces groupes-là, donc ils se sont donnés 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, ça concerne 9 groupes, et donc ces 9 groupes vont être mis en relation avec le groupe de travail, appui au groupe en difficulté, pour voilà, essayer de savoir qu'est-ce qui a conduit à cette note. On vous pose également la question, voilà, quelles étaient vos satisfactions de l'année en question? Et là aussi, quelque chose d'assez notable, c'est que l'ancrage local, les actions de l'année ont pris la première place des mentions. Normalement, c'est la troisième place, mais là, cette année, effet 40 ans, encore une fois, oblige. Vous avez cité, voilà, de manière assez nombreuse, que ces événements organisés dans le cadre des 40 ans, les relations avec la presse, les institutions, sont une satisfaction de l'année. Concernant la vie du groupe, voilà, de plusieurs mentions aussi de satisfaction, surtout concernant le recrutement de nouveaux bénévoles. La cohésion et la convivialité aussi qui sont citées. On retrouvait ça donc sur la question sur les 40 ans, sur les répercussions positives. Le partage des tâches, on l'a également vu. Et des mentions aussi de satisfaction concernant les accompagnements, le taux de retour à l'emploi et l'augmentation des demandes d'accompagnement. On le verra ensuite. On vous pose également la même question concernant vos difficultés. Et là, pour le coup, des difficultés persistantes qui sont les mêmes d'année en année, en tout cas les mêmes familles, des difficultés liées à l'organisation du groupe, le manque de bénévoles, difficultés de recrutement, des départs qui fragilisent le groupe, et des problèmes de disponibilité, d'assiduité en réunion mensuelles. Des insatisfactions ou des difficultés concernant les accompagnements, vous êtes nombreux aussi à nous le dire quand on se déplace lors des réunions mensuelles ou des différents événements, des difficultés dans l'accompagnement liées au profil des personnes accompagnées, à leur éloignement par rapport à l'emploi, mais également des difficultés par rapport aux sans nouvelles, les personnes qui disparaissent dans la nature. Et cette année, l'apparition aussi d'une insatisfaction concernant le faible taux de retour à l'emploi qui n'était pas présent les années présentes. Mais là, vous nous le dites, c'est quelque chose, c'est une difficulté que vous avez vécue cette année. Maintenant, particulièrement donc sur l'accompagnement des chercheurs d'emploi, qu'est-ce que vous nous en dites?
Une tendance qui se confirme, on le savait depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est un retournement. Voilà, moi, ça va faire 7 ans que je suis chez Solidarité Nouvelle face au chômage. J'ai, pendant mes premières années, plutôt entendu que et parfois on manquait un petit peu de demandes d'accompagnement. C'est une tendance qui s'inverse et qui se confirme. C'était déjà le cas l'année dernière. Si on regarde en détail, donc vous êtes 40% à nous déclarer que les demandes d'accompagnement sont en hausse cette année, 40% à déclarer qu'elles sont stables. C'était seulement 34% l'année dernière. Donc il y a effectivement de plus en plus de groupes qui nous témoignent de l'augmentation de ces demandes d'accompagnement. On vous pose la question, selon vous, qu'est-ce qui fait que ces demandes d'accompagnement augmentent? Le premier item est intéressant. Vous nous dites que c'est la création de liens de partenariats locaux, donc le fait de se rapprocher d'autres associations, des organismes publics, parapublics pour la prescription de demandes d'accompagnement. Des actions toujours du groupe qui sont liées aux participations au forum, au salon vers l'emploi, où vous dites qu'effectivement ça apporte des demandes d'accompagnement. Et aussi, assez majoritairement, quelque chose qui est extérieur à SNC, vous jugez que la conjoncture économique, la reprise du chômage se sent, et que c'est peut-être ça qui contribue à l'augmentation des demandes d'accompagnement. Autre mention qu'on n'avait pas forcément anticipée, qui sont donc dans la catégorie ou autre, vous citez les actions de communication nationale, et notamment dans le cadre des 40 ans, qui peut-être aussi ont amené une hausse des demandes d'accompagnement. À l'inverse, on a aussi posé la question donc aux groupes qui ont dit que les demandes d'accompagnement étaient plutôt en baisse. Quelles seraient les raisons de cette baisse? Et là, pour le coup, bon, les chiffres sont stables par rapport aux années précédentes, manque de visibilité du groupe et également présence d'autres structures d'aide à l'emploi sur le territoire, à peu de choses près avec la manque de disponibilité des bénévoles. Donc ça veut plutôt dire la capacité d'accompagnement de groupe et également le manque de visibilité au niveau national. Une progression, en tout cas un petit changement de profil, ça c'est vous qui le déclarez aussi. On vous pose la question, voilà, parmi les accompagnements réalisés en 2025, avez-vous rencontré ce type de public? Vous nous manifestez l'augmentation des personnes en situation de handicap, l'augmentation des jeunes de moins de 30 ans. Donc voilà, ce sont des choses qu'on note. Et dans la mention autre, en fait, toutes les mentions autres étaient la même, vous parlez aussi de personnes qui ont des difficultés psychologiques. Et donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant par rapport aux difficultés parfois que vous vivez dans les accompagnements. En tout cas, c'est comme ça que vous nous le signalez. Un point qui nous a paru intéressant concerne les activités collectives qui progressent encore et toujours, en tout cas qui de plus en plus sont considérées comme une composante véritablement de l'accompagnement de SNC. Quand on vous pose la question, voilà, votre groupe a-t-il proposé des activités collectives aux chercheurs d'emploi? 59% des groupes répondent oui. Je vous ai mis le petit récap des années précédentes, 56% en 2021, 49% en 2023. Donc en 2 ans, on est passé de un groupe sur deux à quasiment deux groupes sur trois. Donc c'est vrai, il y a une progression des activités collectives. Et quand on vous demande pourquoi vous n'en proposez pas, majoritairement, les gens répondent c'est une question de disponibilité de bénévoles. Nous n'avons pas forcément les bénévoles disponibles pour les animer et les mener localement. On vous a posé la question aussi de quelles activités collectives il s'agit, et on voit la belle progression du parcours du programme 10 réfèrent ensemble, voilà qu'on essaye de promouvoir et d'envoyer aux personnes accompagnées. Et donc on voit bien qu'il y a une progression de ce programme et on peut s'en réjouir et féliciter les gens qui y œuvrent. Aussi un petit focus sur l'accompagnement dans l'emploi, ADE, parfois par son petit acronyme. Une vraie progression aussi, si on additionne le oui le plus souvent, le oui occasionnellement, on se rend compte que la majorité des groupes maintenant vont le proposer de manière régulière aux personnes qui le souhaitent, et notamment la catégorie oui le plus souvent en augmentation notable. Aussi une mention qui nous a fait plaisir parce que voilà, c'était une expérimentation bon, qui date de plusieurs années maintenant, mais qui voilà commence vraiment à porter ses fruits et qui a de belles réussites. C'est l'accompagnement à distance, le d'accompagnement à distance. On vous a posé la question, déjà, est-ce que vous connaissez ce groupe d'accompagnement à distance? Et là, vous êtes 83% à nous déclarer que oui, vous connaissez le groupe d'accompagnement à distance.
À titre de comparaison, vous étiez 69% l'année dernière. Donc là, il y a un vrai bond de connaissance de cette possibilité. Et ça se retrouve également bah, sur l'orientation. Vous savez, voilà, ce groupe d'accompagnement à distance vous pouvez le solliciter bah, pour prendre le relais sur des accompagnements, soit parce qu'ils sont trop loin de votre groupe de solidarité, ou parce que ponctuellement votre groupe de solidarité est en incapacité d'absorber des demandes d'accompagnement. Et donc l'année précédente, 16 demandes avaient été orientées, cette année 36. Donc voilà, c'est aussi une connaissance de cette possibilité pour les groupes de solidarité. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de questions dans cette enquête Vidégroupe concernant bah, les dispositifs, les soutiens à l'accompagnement et on va voir ça un petit peu en détail. Et on va commencer par la formation des bénévoles. Bon, vous le savez, en début d'année 2026, il y a eu donc le passage, la décision de rendre la première formation du tronc commun ABC obligatoire et ça se voit et ça se sentait déjà dans les intentions. Vous êtes 94% des groupes à déclarer que vous avez le sentiment que la formation est indispensable. C'est une vraie progression. Et vous en emparez aussi de plus en plus dans les réunions mensuelles, quand on vous pose la question, voilà, est-ce que la formation des bénévoles est-elle à l'ordre du jour de vos réunions de groupe? Une augmentation du oui à chaque fois, oui plusieurs fois par an. Donc quand on met les deux bout à bout, on voit qu'il y a une véritable volonté de parler de la formation au sein des groupes de solidarité. Là, c'est ce qu'on a vu, voilà. Diriez-vous que la formation est indispensable? Oui, tout à fait d'accord. Oui, plutôt d'accord. Et alors, c'est pas affiché ici, mais le non pas d'accord concerne un groupe. Donc voilà, de plus en plus, on se rend compte que la formation doit faire partie de l'accompagnement, enfin du bagage des bénévoles chez SNC. Et là aussi, on essaye de le pousser et on peut s'en réjouir aussi. Toujours concernant la formation, et c'est ça un petit peu le paradoxe, donc on voit une intention de la part des groupes, voilà, de vouloir participer à la formation, mais la présence de freins, quand on vous pose la question, voilà, est-ce que vous, selon vous, dans votre groupe, il y a des freins à participer à des sessions de formation? Vous êtes quand même les trois quarts, près des trois quarts, à nous dire oui, il existe des freins. Et bon, on les connaît, hein, c'est plus ou moins les mêmes d'une année à l'autre. Le manque de disponibilité des bénévoles, on en a déjà parlé, voilà, c'est une composante qui met en difficulté les groupes. En tout cas, c'était présent dans les insatisfactions. Et là, quand même, une forte progression de la notion de date de formation non compatible avec les contraintes personnelles. Donc voilà, c'est intéressant de le noter. Intéressons-nous au dispositif. Voilà, le réseau Psy, un recours stable. Le réseau Psy est connu parmi les groupes, vous nous le confirmez, même si vous n'êtes un peu moins de la moitié à y faire appel. Quand on vous pose la question pourquoi vous n'y faites pas appel, vous êtes 80% à nous répondre bah, on n'en a pas eu besoin cette année, 17% à dire que vous avez déjà la ressource interne au groupe. Donc en tout cas, nous, on a bien la confirmation que si les groupes ne font pas appel au réseau psy, c'est pas parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est voilà, parce que c'est pas l'occasion ne se présente pas. Si oui, sous quelle forme? Des entretiens avec le binôme, des entretiens avec la personne accompagnée, principalement. Le Fonds solidaire pour l'emploi, voilà, 21 groupes y ont eu recours en 2025. Mais quand on vous pose la question, notamment concernant les emplois solidaires, vous déclarez peu d'opportunités d'emplois solidaires. Voilà, votre groupe accompagne une personne pour laquelle vous souhaiteriez déposer un projet d'emploi solidaire. 12% des groupes déclarent oui. Un petit tronçon de ne sait pas et quand même non. Alors c'est une question un peu particulière puisque on vous pose la question à un instant T et il est possible qu'à un instant T, vous n'avez pas de profil qui, à qui vous pouvez proposer un emploi solidaire. Mais voilà, c'est vrai que l'élan immédiat n'est pas forcément vers l'emploi solidaire. Concernant nos innovations, vous le savez, on a une mission sociale, innover et développer, qui nous permet voilà, de recouper deux dispositifs. La fresque de l'emploi durable, une meilleure connaissance cette année, qui est assez notable. Voilà, combien de bénévoles connaissent la fresque de l'emploi durable? Une nette augmentation des groupes qui déclarent que la majorité des bénévoles connaissent la fresque. Et également concernant la
participation, un recul des groupes qui déclarent qu'aucun membre n'a assisté à la fresque, à la fresque. Donc c'est quand même des points notables. Mais on va le voir sur la diapositive d'après, je pense qu'il y a également un effet 40 ans. Quand on vous pose la question, envisagez-vous en 2026 d'organiser une fresque? Là, on a quand même un net recul des bénévoles qui déclarent oui. La manière dont on l'a analysé, c'est que, à l'occasion des événements 40 ans, pas mal de groupes ont proposé justement de faire une fresque. Et donc, ce qui explique sans doute qu'il y a de plus en plus de bénévoles qui ont assisté. Et peut-être que l'année prochaine, ils se sont moins dit, bon, vu qu'on l'a fait l'année dernière, on va peut-être pas la faire l'année prochaine. Donc, c'est comme ça qu'on a interprété ce recul d'intention d'organiser la fresque. Pour la première fois cette année, on vous posait des questions concernant le Lab 3E, laboratoire des entreprises engagées. Donc là, on n'a pas de comparaison, mais les résultats étaient assez intéressants. Avez-vous entendu parler du Lab 3E? 71%, vous nous dites oui, on en a entendu parler. Donc quand on lit ça de prime abord, on se dit ok, super, c'est intéressant. Après, on vous pose la question, si oui, qu'en savez-vous? Et là, sur ces 71% qui ont déclaré oui, presque 83% déclarent on en a entendu parler, mais ça reste encore vague. Donc oui, je pense que le label, le Lab 3E est connu, ça évoque quelque chose aux bénévoles, mais qu'est-ce qu'on y fait reste encore un peu lointain. Et c'est intéressant à mettre en place, à mettre en parallèle avec la question qu'on vous a posée après. Si vous ne le connaissez pas ou peu, souhaitez-vous découvrir le Lab 3E? Et là, voilà, il y a plus de la moitié des groupes qui disent oui, mais pourquoi pas, ça nous intéresserait de découvrir le Lab 3E. Le message est passé auprès du groupe de travail. On a les groupes, ils sont identifiés. Peut-être que vous allez les entendre toquer à votre porte. Et enfin, participer à la vie du réseau. Voilà, bon, c'est une catégorie qui recoupe plusieurs choses. L'usage de partage qui progresse nettement. Alors, ça fait déjà 2 ans que les chiffres s'améliorent, mais là, on a vu qu'il y avait un véritable bond. Quand on regarde dans le détail, voilà, au sein du groupe, combien de bénévoles utilisent partage? La catégorie, la totalité des membres du groupe est en augmentation. Quand on additionne la moitié ou plus et la totalité, on arrive à plus de 80%. Ce qui nous a fait plaisir, c'est la disparition même de la mention Nous n'utilisons pas partage. C'était bien un choix du formulaire et ce choix n'a pas été cliqué cette année. Donc c'est une avancée aussi notable qu'on note dans l'utilisation de partage. Aussi, comment les fiches individuelles des personnes accompagnées sont mises à jour? Voilà, une très grande majorité par les binômes. Ça aussi, c'est une pratique qui progresse et on s'en réjouit. On est content. Les bénévoles SNC sont de plus en plus responsables de leurs accompagnements, de la création de la fiche jusqu'à la clôture de la fiche. Et là, encore une fois, bravo, bravo à vous. Partage a été déployé en 2018, on est en 2026 et voilà, on commence vraiment à y voir en voir les fruits. Et on le verra quand on vous livrera les chiffres de l'accompagnement de SNC. Ça se sent et on a des chiffres vraiment pertinents. Et c'est grâce à vous et on vous remercie. Un élan, un véritable élan, on le sent, de participation à la vie démocratique, notamment concernant le projet associatif. Donc même si les actions du projet associatif vont ou ont eu lieu en 2026, on vous a quand même posé la question. Comptez-vous participer à ces travaux? Et vous êtes quand même 84% des groupes à dire oui, on veut s'investir dans cet élan, dans ce sujet. Et moi, je trouve ça très, très louable et très sain. On vous a posé la question pourquoi? Donc, contribuer à l'évolution de l'association. Ok, 18 mentions, mais juste après, et ça me fait très plaisir parce que moi, j'ai déjà animé plusieurs temps de rencontres de bulles de projets associatifs, rencontrer les autres groupes. Et vraiment, c'est super. Alors, peut-être que vous, en tant que responsable animation, ça me touche peut-être un petit peu plus que les autres, mais je le vois vraiment. Depuis les années Covid, il y a eu un fort ralentissement des temps en présentiel, un fort ralentissement des événements, un fort ralentissement de fréquentation de toutes les initiatives qu'on a essayé de lancer. Mais là, vous nous dites clairement, oui, on a envie de le faire et on a envie de se retrouver. Et donc, moi, je trouve ça vraiment super. Et donc, voilà, je pense que l'un des enjeux de ce projet associatif, ça va être, voilà, comment continuer à souffler sur ces braises des relations intergroupes.
Et bah, ça va peut-être être le défi de l'année 2026. Chose intéressante aussi, hein, sinon, enfin, donc cette petite partie des 13%, sinon pourquoi vous ne voulez pas participer au projet associatif? C'est pas de la mauvaise volonté, hein, c'est principalement pour les deux tiers le manque de disponibilité des bénévoles. On l'a déjà cité, donc là, il s'exprime ici. Et enfin, je vais terminer sur bah, les relations avec le secrétariat national. Plébiscité, oui, déjà, donc par les résumés. Donc on vous pose la question, voilà, est-ce qu'une personne de votre groupe a participé au résumé ou alors regardé les rediffusions? 90% des groupes déclarent oui. Et quand on se déplace avec Juliette ou les autres membres de l'équipe, vous êtes nombreux à nous dire continuez, c'est vraiment bien ces résumés, c'est vraiment important. Et donc voilà, ben, message reçu et on va essayer de vous en proposer tous les mois. Pareil pour les flashs CA, voilà, donc à l'initiative de François Quintreau, bénévole de Niort, qui est le secrétaire de SNC. À la fin de chaque séance de conseil d'administration, donc on met à disposition voilà, un petit récapitulatif qui s'appelle le Flash CA. Et vous êtes aussi nombreux à en prendre connaissance. Et donc voilà, les circuits de communication tournent et on en est content. C'était une question qu'on vous posait. 2025, on a commencé donc la thématisation de ces fameux résumés. Donc en alternance, on vous propose un résumé sur l'actualité de l'association, comme on fait ce soir, mais également des résumés thématiques. L'année dernière, en 2025, on avait eu donc l'accompagnement des personnes en situation de migration, celui sur l'intelligence artificielle. On vous a posé la question, bah voilà, est-ce que vous trouvez ça pertinent? Le résultat est là, vous trouvez ça quand même majoritairement pertinent de cette proposition thématique. Et enfin, on vous pose toujours la question, bah voilà, les relations avec le secrétariat national, êtes-vous satisfait, très satisfait, peu satisfait, pas du tout satisfait? Et ben cette année, la disparition, pareil, de la mention pas du tout satisfait. Personne n'a cliqué sur cet item, alors que chaque année, on a toujours un ou deux groupes qui nous la cliquent. Là, pour le coup, personne. Et bon, je l'ai pas indiqué en proportion, mais une augmentation aussi des gens très satisfaits des services rendus. Donc peut-être que cette relation de proximité, que ce soit par les résumés ou par les relations intergroupes, en tout cas, vous le voyez et vous en êtes très satisfait et satisfait. Euh, voilà. On va pas passer maintenant en détail les résultats détaillés. Vous vous souvenez que voilà, il y avait plus de questions que cela dans cette enquête. Il y a des graphes et des analyses pour toutes les questions, mais là, ce qui était intéressant entre nous, c'est de vraiment voilà, mettre le doigt un petit peu sur ce qui nous a paru vraiment intéressant ou là où il y avait eu des modifications d'une année à l'autre sur cette enquête vie des groupes. Mais la présentation complète sera donc mise à disposition en même temps, j'imagine, que le replay de cette session de résumé. Et ben, je vais quitter mon partage d'écran et on peut s'imaginer quoi, un temps de questions-réponses. Je n'avais pas la vue hein, sur les questions. Je vois qu'il y en a, ouais, il y a quelques questions. Je sais pas si quelqu'un a eu le temps peut-être d'en identifier ou alors laissez-moi le temps de remonter la discussion. Je dis bonsoir. Non, ça, c'est pas une question. La première question, c'était Didier Fessard. Êtes-vous en mesure de distinguer des écarts dans les réponses en fonction de la taille du groupe ou d'autres critères? Alors, c'est un niveau de détail dans lequel on ne rentre pas, mais en fait, là, pour le coup, vous êtes un petit peu les premiers à avoir les premiers résultats de cette enquête vie des groupes. Ensuite, en fonction des thèmes, que ce soit la formation, les activités collectives, la fresque, le plaidoyer, le Lab 3E, moi, je vais envoyer ces résultats à toutes mes collègues et elles auront la possibilité, sujet par sujet, effectivement, de faire ce travail-là. Ouais. Après, Didier Gazagnol qui dit il pourrait être intéressant d'avoir un retour d'expérience sur l'accompagnement à distance, force, faiblesse, etc. Alors, l'accompagnement à distance, on a publié un article justement en une de partage là-dessus, où on interviewait plusieurs personnes. Alors, c'est pas un retour d'expérience, mais il y en a quand même un petit peu. Alors, peut-être que l'article redate un peu, mais éventuellement, ça pourrait être intéressant de redonner la parole éventuellement à Philippe, le responsable du groupe, mais surtout aussi aux autres participants de ce groupe qui s'étoffent d'année en année. Ils ont passé la barre des 20 bénévoles dans le groupe. Donc, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être
intéressant de reproposer ce thème-là. Je me tourne vers Émilie parce que voilà, on pourra peut-être refaire un article là-dessus. Ouais. Alors, question d'après, c'est comment vérifiez-vous la réalisation de la formation ABC? Par exemple, un nouveau bénévole n'a pas encore pris le temps de la faire et commence les accompagnements. Alors ça, c'est pas exactement le sujet de l'enquête vie des groupes. Encore une fois, l'enquête vie des groupes, elle portait sur des questions de l'année 2025. Comment on va suivre la formation ABC? Alors, je pense pas être la meilleure personne pour pouvoir en parler. Je pense que c'est surtout Sabine et son copil de formateur. Euh, voilà, on a plutôt témoigné d'une intention qui est de dire bah, que voilà, une personne qui n'a pas suivi la formation ABC ne peut pas commencer un accompagnement ou un nouvel accompagnement. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt dans l'intention, dans la déclaration, mais je sais que Sabine et son équipe sont en train de réfléchir à comment, voilà, concrètement, ils vont pouvoir suivre ça. Je sais pas si Sabine est présente dans le chat, peut-être qu'elle pourra éventuellement Alors moi, compléter. je peux dire un mot là-dessus. Bah vas-y, Tony, je t'en prie. Simplement pour dire que ça a été tout à fait clairement débattu en conseil et décidé. Oui, ABC est obligatoire. C'est pas seulement l'esprit, c'est aussi la lettre. Et c'est clair pour tout nouveau bénévole et aussi pour les anciens d'ailleurs qui veulent se recycler. Vous êtes les bienvenus. Et l'idée, c'est qu'il faut le faire dans les 6 mois. Certains ont dit, ah, mais il faut faire ça avant de commencer à accompagner. On est un peu plus souple que ça. Je pense que quelqu'un qui arrive dans un groupe, s'il est en binôme avec quelqu'un d'expérimenté, il peut commencer à accompagner. La question, c'est qu'il faut se donner l'obligation forte de faire cette formation rapidement parce que c'est évidemment une aide très puissante à l'accompagnement. Donc oui, c'est complètement obligatoire et ça se fait dans les premiers mois de l'arrivée dans SNC. Il y avait une dernière question qui était venue de Francine Gaillard. Les 120-125 répondants représentent quel pourcentage réel du réseau? 152 groupes, 128 réponses, on l'a dit, ça fait 84% des groupes de solidarité. Alors, on s'est posé justement la question, on vous a dit que voilà, les groupes qui s'étaient donné voilà, une note de 5 et inférieure vont être contactés par le groupe de solidarité, par le groupe de travail d'accompagnement des groupes en difficulté. Mais effectivement, ça veut dire que bah, qu'est-ce qu'on fait des groupes qui n'ont pas répondu à cette enquête et qui du coup ne se sont pas donné cette note-là? Bah, on les a identifiés, il y en a une vingtaine. Il n'y a pas que des groupes en difficulté. Il y a même des groupes qui, je pense, qui malheureusement sont peut-être arrivés hors délai ou n'ont pas eu le temps de le faire. Des groupes même moteurs, hein, je vais citer personne, je veux pas froisser ce soir, c'est pas le but. Mais donc voilà, il y a quand même 84% des groupes, donc 128 sur 150, sur 152, c'est quand même plus des trois quarts. Donc on peut s'imaginer que ces données qui nous sont reportées des groupes correspondent quand même à un panel global, puisqu'on a à la fois des groupes petits, des groupes en difficulté, des groupes qui tournent très bien. Donc je pense qu'on a une belle représentativité de tous les groupes. Moi, quand je regarde en détail les groupes qui n'ont pas répondu, j'ai vraiment pas su identifier vraiment une tendance ou un nombre de groupes qui n'ont pas répondu qu'on pourrait vraiment isoler. Il n'y avait plus vraiment de questions sur l'enquête, mais Jean demandait quand l'article sur l'accompagnement à distance avait été publié. Donc ça, je peux répondre. L'article, enfin, on en avait fait plusieurs d'ailleurs, mais le dernier en date de novembre 2025. Donc c'est quand même assez récent. Et une dernière question qui vient d'arriver. Bonjour à tous. Merci de préciser à quel moment ce super compte-rendu sera disponible pour pouvoir être présenté en réunion de groupe. Mhm. Alors, donc le retour global du résumé sera partagé dans les prochains jours, soit demain, soit après-demain, en fonction de nos priorités et de nos urgences, mais ce sera cette semaine. Et donc, je parle sous ton contrôle, Charles, mais je crois qu'on pourra voir ta synthèse PowerPoint. Elle est prête. Elle est prête. Super. Et ben voilà. Voilà, c'est ça. Vous aurez à la fois le replay du résumé et la synthèse avec les éléments plus détaillés, y compris si vous voulez aller creuser un petit peu pour pouvoir en parler. Jean, la taille des groupes non répondants pourrait utilement être regardée. Les 9 en difficulté n'ont peut-être pas répondu. Peut-être, Jean. Non, non, les 9 groupes en difficulté ont répondu, puisque c'est bien justement ces groupes-là qu'on a identifiés. Ce sont les groupes qui se sont mis une moins C'est bonne note. eux-mêmes ouais, qui s'auto-évaluent, donc forcément ils ont répondu. Ouais. Exactement. Et donc, et c'était ce que je titisais Jean dans le point juste avant. Quand j'ai regardé les groupes non répondants, j'ai pas vraiment vu de récurrence sur le profil des groupes. Il y a à la fois des groupes très bien identifiés, très bien implantés,
comme des groupes en difficulté. Donc en tout cas, non, je pense pas qu'il y ait eu une constante dans les groupes non répondants, ou en tout cas qu'il y ait quelque chose de notable là-dessus. Une dernière question parce qu'on a le temps et après on passe à la suite pour garder le timing. Francine Gaillard demande qui a répondu à l'enquête. Donc je pense qu'elle veut dire quel est le processus en fait de qui Ouais. prend la responsabilité de répondre pour le groupe. Alors ça, pour le coup, c'est un petit peu plus flou. Donc l'enquête, le premier message de l'enquête est envoyé sur les adresses mail de groupe. Et les adresses mail de groupe, il y a donc des différences de fonctionnement. Alors, il y a des groupes où il y a plusieurs référents de l'adresse mail, il y a des groupes où c'est l'animateur, le RG, le co-RG qui s'en occupe, il y a des groupes où ça tourne. Mais alors nous, ce qu'on écrit dans ce message, c'est ben, on diffuse la trame à l'avance, enfin tout au cas dans ce mail, vous avez la trame Word, et ce qu'on propose au groupe, c'est de ben, d'en parler à l'occasion d'une réunion de groupe de solidarité. Et certains groupes le font, et donc du coup, les réponses sont vraiment collectives. Certains groupes le font directement par l'intermédiaire de leur animateur ou de leur co-RG, donc soit dans des petits copilotages à deux trois, ok, on va répondre nous-mêmes. Moi, ça, je le sais parce qu'ils me le disent, mais j'ai pas le détail, j'ai pas ce niveau précis de savoir il y a tant de groupes qui ont répondu collectivement, il y a tant de groupes où c'est uniquement la parole des co-RG, mais voilà, il y a des pratiques, il y a des pratiques différentes là-dessus. Typiquement, les groupes qui me répondent dans la première heure de l'envoi de l'enquête, je me doute que c'est pas des groupes qui l'ont travaillé collectivement, ou alors c'est vraiment des groupes qui ont une très forte réactivité, ce dont je doute. Voilà. Et donc, Bernard, tu poses la question, les groupes d'entreprises ont-ils répondu? Certains, pas tous, mais je ne sais pas encore dans la proportion, il me semble pas qu'il y a une majorité de groupes d'entreprises qui n'ont pas répondu. On a quand même pas mal de groupes d'entreprises qui ont répondu à cette enquête. Dans la mesure où il y a certains turnover des bénévoles, pourrait-on avoir l'an prochain deux ou trois questions ciblées sur les nouveaux bénévoles? Ok, je le note, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ah oui, Arnaud, oui, oui, il y a eu un petit problème avec la récupération de la trame vierge, effectivement. C'est exactement le même procédé que l'année dernière. L'année dernière, ça s'était très bien passé. Là, cette année, non, il y en a eu des petits couacs avec des gens qui ont rempli la trame vierge directement avec les réponses de leur groupe. Donc, il a fallu que je recharge plusieurs fois la trame vierge. C'est un petit couac. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Honnêtement, on a été très réactif là-dessus. On a très vite remis une trame vierge. Merci, merci beaucoup Charles, à la Ben, fois merci à pour vous, merci au groupe le d'avoir répondu à cette enquête, travail. surtout. Ouais. Merci pour ouais, le travail d'enquête, là, le travail de synthèse et de restitution et l'effort de clarté à la fois sur les slides et sur ta présentation orale. Je vous propose qu'on enchaîne. Donc, je vais donner la parole à Jeanne Chabal, que vous ne connaissez pas, qui représente aujourd'hui le pôle plaidoyer et qui a travaillé avec Jean-Paul Domergue à une petite présentation. Mais Jeanne, je te laisse dire peut-être en introduction qui tu es pour que le réseau arrive à t'identifier. Oui, bonsoir à toutes et toutes. Merci de me donner la parole, Céline. Donc, je suis Jeanne Chabal, je suis bénévole au sein du groupe de solidarité SNC Paris 12 et j'ai très récemment rejoint en fait le pôle plaidoyer de SNC. Et donc, le challenge ce soir, c'est en quelques minutes de vous présenter les perspectives de communication autour des travaux de ce pôle plaidoyer. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Alors, ça ne fonctionne pas, ça commence bien. On a testé tout à l'heure et quand on essaye, ça marche et quand on est en vrai. Si tu veux, Alors, peut-être que Émilie, elle peut le ouais, charger. Émilie, tu peux. ouais, j'arrive, je l'ouvre du coup. Alors, Fenêtre. désolée. Ah si, c'est bon, c'est bon. Ok, Ok, Hop, ça fonctionne. Excusez-moi c'est pour en ce train de charger, ouais. c'est en train de charger. C'est tout bon, ouais. C'est bon, ouais. Parfait. Voilà. Donc, SNC souhaite mieux connecter les travaux du pôle plaidoyer au réseau de ses bénévoles avec trois objectifs. Donc, d'abord, vous donner des éléments de décryptage sur les sujets d'actualité liés à l'emploi qui seraient susceptibles de concerner vos accompagnements. Ensuite, donc SNC souhaite outiller ceux d'entre vous
qui souhaiteraient relayer les positions de SNC auprès de leurs contacts locaux, donc par exemple les élus, les représentants institutionnels, les représentants associatifs. Et la troisième idée, c'est de nourrir les prises de position de SNC de vos expériences de terrain, donc d'avoir des remontées du terrain vers le pôle plaidoyer. Alors pour cela, nous entendons vulgariser les analyses du pôle sous forme d'articles courts, en renvoyant à des notes un peu plus complètes pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir. Et l'idée, donc, c'est d'intégrer ces formats courts dans les supports de communication qui vous sont destinés, dans des rubriques dédiées. Alors, je profite de cet item pour vous signaler qu'il existe une communauté plaidoyer d'en partage que vous pouvez rejoindre si vous êtes intéressé. Voilà, n'hésitez pas. Et nous comptons également lancer des appels à témoignages au sein du réseau auprès de vous pour recueillir donc des histoires de vie et des témoignages sur des sujets clés. Donc par ailleurs, sur la partie communication externe, SNC souhaite renforcer la visibilité externe de ses prises de position. Alors le double objectif, vous le connaissez, hein, c'est de mieux défendre les droits des personnes privées d'emploi dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques, donc l'élaboration des lois, l'élaboration des décrets, mais aussi les négociations paritaires, comme ça a été le cas récemment sur les ruptures conventionnelles. Et l'objectif plus général, c'est de mieux faire connaître notre belle association et ses prises de position dans l'écosystème institutionnel et médiatique. Et pour cela, donc, nous entendons renforcer la communication du pôle plaidoyer vers les acteurs spécialisés. Alors, les acteurs spécialisés, donc, ce sont les rapporteurs parlementaires, donc, qui sont responsables des textes qui nous concernent, qui concernent les personnes privées d'emploi, les journalistes spécialisés, ceux qui représentent les syndicats dans les négociations paritaires. Et pour donc renforcer cette communication, l'idée, c'est de diffuser plus systématiquement des communiqués à des fichiers de contact notamment, et de communiquer un peu plus systématiquement sur les réseaux sociaux. Et toujours dans ces objectifs, nous vous inviterons aussi à relayer les positions de SNC si vous le souhaitez dans vos propres réseaux et notamment au niveau local dans le champ d'action des groupes de solidarité. Alors, dans la slide suivante, pour l'illustration, je vous ai mis quelques éléments donc graphiques qui ont été réalisés donc par l'équipe communication de SNC, donc Émilie, Marcella, Maria, donc merci à vous. Donc ce sont des éléments qui ont été travaillés au sein du groupe plaidoyer, qui ont été mis en forme grâce donc à l'équipe du siège. Donc vous voyez sur cette slide donc le communiqué qui a été diffusé sur les ruptures conventionnelles. Vous voyez également le post qui a été fait sur LinkedIn et les très beaux flats qui ont été réalisés en dessous, donc pour expliquer en fait la position de SNC sur les ruptures conventionnelles, sachant que l'idée du pôle plaidoyer, donc c'était de soutenir le maintien des ruptures conventionnelles, mais de mentionner quelques points de vigilance sur certains de ces usages qui pouvaient être générateurs d'effets pervers. Oui, la slide n'a pas complètement chargé. Peut-être que tu peux revenir en arrière et puis revenir sur la slide, puisqu'on a les deux slides superposées. Voilà. Ah ouais. Vas-y, Alors, refais. est-ce que ça va comme ça? Non. Repasse à la suivante. Trop bizarre. Je peux prendre le relais si vous voulez. Et oui, et pour ajouter, effectivement, c'était en attendant là sur les ruptures conventionnelles, les déclinaisons, notamment le petit carrousel là sur les réseaux C'est Émilie. sociaux. Ouais, ça y est, beaucoup d'entre vous l'ont liké. Et c'est vraiment une collaboration Émilie, Marcella et Mamadou qui s'est aussi auto-saisie du sujet en fait. Voilà, tous les trois pour faire ça. Donc c'était chouette. Donc, merci à vous.
Alors pour terminer, donc je voulais vous dire que bientôt nous comptons lancer un appel à témoignages sur la dématérialisation des services publics de l'emploi et de la formation professionnelle. Est-ce que vous voyez bien la slide? Parfait. Donc l'objectif, c'est de défendre l'accès aux droits et l'égalité des usagers devant le service public. Et donc pour cela, on entend faire appel à vous pour documenter qualitativement les situations réellement vécues par les chercheurs d'emploi qui ont recours aux services de France Travail et aux services de formation. Donc pour documenter en fait des situations souvent difficiles qui peuvent conduire notamment au non-recours. Donc les étapes de cette sollicitation, donc ça serait de s'adresser aux bénévoles et aux responsables de groupes de solidarité pour faire remonter en fait des situations rencontrées dans le cadre des accompagnements, de faire une sélection à partir des remontées des groupes, de faire un approfondissement des cas sélectionnés et ensuite de construire un argumentaire en fait qui pourrait être porté par l'association dans l'espace public. Argumentaire donc qui pourra s'appuyer sur ces situations réelles. Donc voilà, c'est un exemple d'appel à témoignage qui vous sera adressé très très prochainement. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci Jeanne. beaucoup, Jeanne, pour cet exercice voilà, de présentation un peu et de clarté, d'essayer de donner un peu de la lisibilité sur ce que vous propose là l'équipe, le pôle plaidoyer sur 2026. Euh, Ouais. je passe la parole sur le même sujet à Denis qui va Ouais. voilà, prendre la suite. Merci beaucoup, Jeanne. Merci Jeanne, merci bien. Oui, un mot là-dessus quand même. Enfin, pour appuyer le fait que le plaidoyer, c'est une partie importante de SNC. Et quand je me souviens de ce qui a été dit dans certaines bulles territoriales du projet associatif, beaucoup d'entre nous, on a évoqué le besoin d'avoir des partenariats locaux, d'être présents dans nos communautés, dans nos collectivités locales, etc. Et, ce que vient de dire Jeanne est important parce que ça permet que chaque bénévole qui le souhaite soit équipé, on va dire, d'éléments de communication qui permettent de dire bah, la position de SNC sur tel ou tel sujet, c'est ça. Et c'est important parce que quand on parle du sujet qui va venir, là, on est vraiment en plein dedans. Alors, le sujet, c'est la publication prochaine, c'est quand même prochain, parce que ce sera le 5 juin, d'un manifeste, on appelle ça comme ça, d'un manifeste sur l'emploi durable, sur le plein emploi durable en 2040. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un partenariat avec l'ADEME qui nous dit, qui nous demande de travailler avec eux sur cette question du plein emploi durable en 2040, c'est-à-dire un horizon qui est finalement assez court et dans lequel on se dit notre utopie, notre rêve, notre envie, c'est qu'il y ait zéro chômage à ce moment-là. On ne se fait pas d'illusions quand on dit ça, mais si nous, on ne porte pas ce message-là, qui le fera? Donc, on est dans notre rôle de porter une envie, une ambition et d'essayer de commencer à débroussailler les moyens. On n'est pas des fiscalistes, on n'est pas des économistes, voilà, mais on a un mot à dire sur ce que peut être l'emploi en 2040. Et je crois que c'est vraiment complètement dans le cœur de notre vocation, non seulement d'accompagner, mais aussi de porter ce genre de message. Donc, on travaille sur ce sujet. Il y a une séance avec le conseil d'administration. En ce moment, on est dans une phase de rédaction. Alors, François, qui n'est pas là, mais travaille d'arrache-pied sur le sujet avec Marine, que vous connaissez. On a déjà partagé avec un certain nombre de nos partenaires, partenaires de tous bords et de toute spécialité, le 10 mars. C'était une très belle journée. Et donc, vous aurez l'occasion, bien sûr, d'en entendre parler. Et c'est intéressant qu'on mette ça, bien sûr, maintenant au sujet du plaidoyer, parce que ça fait partie de notre plaidoyer, dans un sens, ça fait partie de notre envie de transformer la société. Et je pense que évidemment, notre espoir, c'est que on ouvre une perspective et que d'autres, avec d'autres, on puisse l'approfondir ensuite.
c'est une première pierre et on pense que c'est absolument essentiel qu'on soit présent dans ce débat. Voilà, donc moi je suis très très heureux de cette initiative que je soutiens bien sûr tout à fait. Voilà pour le manifeste. Bien sûr, on peut en reparler. Je peux répondre à vos questions si vous en avez. Et peut-être, parce qu'il est quand même déjà 51, je vais vous partager quelques informations et actualités. Avant de parler de ça, je voudrais d'abord réappuyer sur ce qu'a dit Charles, sur l'utilisation que vous pouvez faire du Flash CA. Le Flash CA, il est rédigé très rapidement après chacun des conseils d'administration. Il est sur partage et c'est vraiment une mine d'informations, je pense, très intéressante, qui peut susciter beaucoup de questions. Tant mieux, on pourra en débattre. Mais vraiment, je vous invite à les lire. C'est pas très long et surtout, c'est aussi la vie de l'association qui se passe là. Et donc, c'est utile pour vous de savoir de quoi on parle et aussi peut-être que vous puissiez enrichir par vos questions les prochains débats. Je vais revenir sur un sujet qui est la signature le 26 février, 26, je crois, ouais, 24 février dernier, d'un partenariat avec l'AFPA. Vous savez qu'on est de longue date en partenariat avec l'AFPA. On peut toujours se poser la question de l'intérêt de ces partenariats. Ce qui est clair, c'est que la rencontre qu'on a eue avec les gens de l'AFPA montre qu'il y a un vent nouveau qui souffle. L'AFPA est une structure qui n'est pas en très très bonne santé. C'est compliqué pour eux comme pour beaucoup de structures du même type. Mais il y a une volonté de faire et de faire avec des gens qui sont sur les territoires. On a vu qu'on avait des valeurs en commun. Et vraiment, je vous invite à aller voir les gens de l'AFPA que vous connaissez ou que vous côtoyez, que vous avez déjà approché peut-être, pour leur rappeler que cette convention a été signée, pour voir ce qui est possible de faire avec eux. On a déjà utilisé Village des Solutions à plusieurs reprises, mais on a senti un vent nouveau un peu sur l'AFPA, et donc je pense que c'est un partenariat vraiment utile pour nous. C'est Jacques Desvalois qui est le correspondant pour toute la France de cette convention. Donc, il est tout à fait à la manœuvre et bien entendu, vous pouvez le questionner sur tout ce qui vous semblerait important de mieux comprendre. Voilà. Ensuite, le prochain conseil d'administration, bon, il faut que je vous donne la date, parce que comme ça, vous surveillerez le flash qui suivra. D'autant plus que ce conseil d'administration qui aura donc lieu le 11 avril sera le conseil où on approuvera les comptes de l'année 2025. On ne peut pas vous en donner encore évidemment les résultats parce qu'il nous manque encore quelques informations, notamment du côté de la finance solidaire, mais il faut retenir que l'année est correcte, qu'on ne fait pas un résultat exceptionnel, mais qu'on est positif et que c'est évidemment très important pour nous. On connaît l'histoire, on sait que que chaque année doit être gagnée et que celle-là, l'année 2025, ce sera le cas aussi. Donc, il n'y aura pas que ça à l'ordre du jour, vous verrez. Mais donc, retenez la date 11 avril. Pendant que j'y suis sur les dates, je vous signale la date de l'Assemblée générale qui sera le 6 juin prochain. Donc, vous avez entendu tout à l'heure le 5 juin, présentation du manifeste. Le 6 juin, Assemblée générale. Je rappelle, avec la lourdeur qui me caractérise, que pour voter à l'AG, il faut avoir payé sa cotisation. Au comptage aujourd'hui, la moitié à peu près d'entre nous avons payé la cotisation. Donc, si vous avez l'occasion d'en parler dans vos groupes, vous êtes absolument les bienvenus. À propos des cotisations, on en reparlera une prochaine fois, mais si vous lisez le compte-rendu du CA, vous verrez que sur 2025, il y a eu un gros travail de fait par Philippe Ribert et qu'aujourd'hui, on a beaucoup assaini la situation, même s'il y a encore pas mal de travail à faire entre nos bases de données, partage, etc. Je sais que c'est pas toujours simple, je sais que le système bug de temps en temps, donc insistez un peu, payer la cotisation, c'est évidemment important pour nous tous. Voilà. Il me reste une minute peut-être pour vous dire que le prochain résumé aura lieu le 18 aura lieu, non, pardon, le prochain résumé qui est le numéro 18
aura lieu le 9 avril, si je dis pas de bêtises. Et son thème, c'est quelques repères sur l'indemnisation et l'accompagnement par France Travail. Donc, vous avez peut-être déjà toutes les informations qu'il vous faut, mais n'hésitez pas, évidemment, comme ça a été dit, le replay de toute façon sera disponible. Après, on aura donc un numéro 19. L'idée qu'on a aujourd'hui, ce serait de faire une information générale, mais surtout de laisser la place au débat, si c'est possible. Alors, techniquement, c'est pas très, très idéal, ça passe un peu par l'écrit, mais laisser plus de place aux questions. Et donc, ce sera le résumé de mai. Je sais pas très bien quand il sera, mais voilà. Donc, l'idée, ce serait que peut-être certains membres du bureau avec moi et Céline et Anne, enfin bon, puissent répondre et avoir un peu un échange. Je pense que ce serait intéressant. Voilà. Je vois qu'il y a des questions sur les reçus fiscaux. Ah oui, alors il y a sur les reçus fiscaux, c'est comme d'habitude, ils vous seront envoyés en temps voulu, c'est-à-dire bientôt, dès qu'on sera prêt. Je pense qu'il n'y a ni Florence là, ni Mamadou pour vous répondre plus précisément, surtout Florence. Mais en tout cas, ça va fonctionner comme les années précédentes, c'est-à-dire que pour les dons qui ont été faits en direct à l'association sur l'année 2025, vous les recevrez. Euh, j'ai pas exactement la date en tête, mais je pense plutôt courant avril, quoi. Voilà. Hmm. La course des héros, je vois qu'en effet, Philippe, qui est fier de son record de l'année passée, nous dit que effectivement c'est le moment, qu'on peut s'inscrire déjà. Vous pouvez le faire sur le site de par l'intermédiaire du site de SNC. L'année dernière, on a pu comme ça collecter plus de 10 000 euros. C'est pas du tout négligeable. Et évidemment, en plus, c'est sympathique parce que ça se passe à un moment où on se retrouve un peu entre nous et on peut faire des choses un peu plus que de la course, quoi. Donc c'est effectivement un bon moyen de collecter de l'argent et de contribuer aux finances de la SNC. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Oui, Le... je redis un tout petit truc sur les reçus fiscaux parce que je sais que c'est une Ouais. inquiétude pour une partie d'entre vous. Le reçu fiscal est pas, enfin, c'est pas une pièce obligatoire que vous devez verser hein, lors de votre déclaration d'impôt. Il est nécessaire en cas de contrôle, donc pas de panique même si vous l'avez pas. Le plus important, c'est de savoir lequel montant en fait du coup on déclare. Mais ça veut pas dire qu'on va pas vous les envoyer, mais juste pas de panique en fait du coup si au moment où vous êtes en train de vous pencher sur le sujet, vous n'avez pas la pièce en fait justificative, elle est nécessaire uniquement en cas de contrôle. Enfin, c'est quand même mieux qu'on l'ait. Bien sûr, mais ça empêche pas de faire sa déclaration, c'est ça que je veux dire. Ouais, je comprends. Possible. Alors attends. Sur la fin, ouais. Ouais, sur la femme, vas-y. Non, là, une question de Bernard, je crois. Est-ce qu'il y a du nouveau? Ouais, est-ce qu'il y a du nouveau dans la convention? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, alors j'ai répondu dans le chat. Oui, Ouais, globalement la convention en fait, elle prévoit à peu près les mêmes types d'actions. Elle est, je crois, un peu plus simple que la version précédente parce qu'elle s'est aussi appuyée sur ce qui a pu être fait ou ce qui n'a pas pu être fait en fait pendant la triennale précédente. Mais globalement, c'est une convention cadre pour vous donner en fait du coup et des idées et l'impulsion et la légitimité d'aller voir vos centres AFPA et leur dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, exactement. ça m'intéresse. Donc, vous pouvez la lire, elle est accessible. Là, Émilie, je crois, a mis le lien dans le chat. Vous pouvez la lire in extenso. Et si c'est toujours pas très clair, ce que disait Jacques aussi, c'est que donc Jacques de Valois, qui est le référent là opérationnel sur le déploiement de la convention et nos liens avec l'AFPA notamment de manière vraiment très opérationnelle sur les territoires, est en train de vous concocter un petit webinaire avec notre interlocuteur qui s'appelle Guy Berthier pour qu'en septembre justement il vous présente un peu le kit de déploiement des deux côtés en fait pour que ça facilite encore l'activation au local qu'on appelle de nos voeux. Et avant de finir, je réponds, est-il prévu une relance par le secrétaire national sur sur le paiement des cotisations 2026? Elle est partie il y a 2 jours. Mm. Donc oui, et elle est partie.
Euh, Voilà. Je crois qu'on Voilà, a bah, plus ou moins écoutez, été possible de redonner la date du résumé d'avril, s'il vous plaît. oui, j'ai noté le C'est 9 le 9, avril, jeudi le 9 9 à avril, 18 heures. à 18 heures. 9 avril à 18 heures. Voilà, il est 19h01. Merci d'avoir participé à ce 17e résumé, chers amis. Et je vous souhaite une Merci bonne beaucoup à toutes et soirée. tous et bonne soirée.